Une vie, une œuvre. Charles d'Orléans, Consolation de la poésie. Loué soit celui qui trouva premier la manière d'écrire. Une émission de Jacqueline Kellen avec Jacques Drillon, Jean-Claude Multaler, Michel Zinc. Il est prince, poète, guerrier et amoureux. Il est souvent vêtu de noir et lui-même dit qu'il a le cœur vêtu de noir. Il est combattant un temps, il est prisonnier pendant 25 ans. Et puis à 46 ans, il commence une nouvelle vie, de fête, à Blois. Et surtout, il nous laisse des centaines de rondeaux, de ballades, de complaintes, de chansons. Il a 600 ans aujourd'hui et il s'appelle Charles d'Orléans. En la forêt d'ennuyeuse tristesse, un jour m'avint qu'à part moi cheminois. Si rencontrait l'amoureuse déesse qui m'appela d'amant dans tout jalois. Je répondis que par fortune est-toi mis en exil en ce bois longtemps a, et qu'à bon droit appelé me pouvoit l'homme égaré qui ne sait où il va. En souriant par sa très grande humblesse, me répondit, ami, si je savois pourquoi tu es mis en cette déstresse, à mon pauvre volontiers t'es de roi, car j'appiessa je mis ton cœur en voie de tout plaisir, ne sais qu'il en osta. Or me desplaît qu'à présent je te vois, l'homme égaré qui ne sait où il va. Hélas, dis-je, souveraine princesse, mon fait savez, pourquoi le vous dit roi? C'est par la mort qui fait à tous rudesse, qui m'a tolu celle que tant à moi, et qui est toi tout l'espoir que j'avoue, qui me guidoit, si bien m'accompagna en son vivant, que point ne me trouvoit l'homme égaré qui ne sait où il va. Aveugle suis, ne sais où aller doigt. De mon baston, afin que ne fourvoie, je vois tastant mon chemin, ça et là. C'est grand pitié qu'il convient que je sois l'homme égaré qui ne sait où il va. Oui, Charles d'Orléans est un poète émouvant parce qu'il est insaisissable. D'abord, il est associé à des souvenirs d'enfance. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain, été, plaisant et gentil, etc. Michel Zinc. Et donc, tout le monde est touché par son enfance. Et puis, c'est quelqu'un dont la vie a été tellement fracturée, tellement hachée, tellement renvoyée à une perpétuelle enfance, qu'il nous touche doublement. Il aurait pu être roi, il était petit-fils de roi, neveu de roi, père de roi, c'est le père du roi Louis XII. Et puis, il a été fait prisonnier à Azincourt, et puis il a passé 25 ans captif en Angleterre. Et puis, d'abord, il était trop tôt pour aimer, et puis ensuite, il était trop tard. Et puis, il a eu ainsi perpétuellement ce rapport ambigu, à la fois lassé, mélancolique, humoristique par rapport au temps qui passe. Et cette poésie de l'épiderme chez quelqu'un qui aurait pu faire de si grandes choses, mais ce n'est pas dans son caractère. Là aussi, quelque chose d'émouvant. Il est passé à côté du grand destin politique qui aurait pu être le sien, et sa vie a été un échec en ce sens qu'il en a, semble-t-il, un peu souffert. Il a souffert naturellement d'être prisonnier inactif en Angleterre, mais il a cet aspect de perpétuel conspirateur, un peu retors, mais avec un tel tempérament d'homme de lettres que son plaisir c'est de jouer au conspirateur plutôt que de conspirer, de sorte que ça ne marche jamais. Mais tout de même, il y a une légère frustration. Et son accomplissement poétique, qui nous comble, l'a peut-être comblé, mais a aussi été le marque de ses manques. Hein, cet instant qui fuit, l'âge qui approche, les amours qui s'éloignent. Qu'en souvenir me rame en toi la grande beauté dont est toi pleine, celle que mon cœur appeloit, sa seule dame souveraine, de tout bien la vraie fontaine qui est morte nouvellement, je dis en pleurant tendrement, ce monde n'est que chose vaine. Où vieillit-en grand renom courroie de Chryséide, Iseux, d'Hélène, et maintes autres qu'on nommoit parfaites en beauté hautaine. Mais au dérin en son domaine, la mort les prit piteusement, par quoi puis voir clairement, ce monde n'est que chose vaine. La mort a voulu et voudroit, bien le connoit, mettre sa peine de détruire celle pauvoie, liesse et plaisance mondaine, quand tant de belles dames mènent hors du monde, car vraiment sans elles, à mon jugement,
ce monde n'est que chose vaine. Mais avant même d'écrire des poésies, lui qui baignait dans un milieu de poètes, son père lui-même, Louis d'Orléans, écrivait, mais avant même d'écrire des poèmes, Charles d'Orléans, je dirais, a une destinée poétique. Ça, c'est une grâce peut-être d'avoir une destinée poétique. Oui, il a été, pourrait-on dire, condamné à la poésie, oui. Jacques Drillon. Puisqu'il est d'une famille extraordinairement cultivée, donc fils du duc d'Orléans. Il est socialement juste aux portes de la royauté, je dirais, puisque son oncle est roi, c'est Charles VI. Il est petit-fils de roi, Charles V. Il est père de roi, Louis XII. Donc il est vraiment au centre d'une société extraordinairement élevée à son époque. Et les vers font partie de son éducation, au même titre qu'aujourd'hui, on pourrait dire l'algèbre. Il apprend ses leçons en vers, il apprend à faire des vers, et tout dans la vie est prétexte à en faire. Et ce savoir-faire qu'il a acquis lui sera sans doute plus utile que le métier des armes, qu'il a toujours exercé de manière totalement catastrophique, alors que, mon Dieu, le métier des vers, il s'y est distingué. Oui, mais cela fait partie de l'éducation chevaleresque. C'était du temps où les armes et les lettres n'étaient point séparées. Oui, je crois, ça faisait partie, et comme vous dites, d'une éducation complète qui était l'héritière de la grande tradition humaniste qui remonte aux Grecs, enfin, de savoir la poésie, savoir la musique, la grammaire, la rhétorique. Sont les choses qu'on enseignait, enfin. Écolier de mélancolie, à l'étude je suis venu. Autour de Louis d'Orléans, qui était un personnage à la fois très gai, très fastueux, très coureur, il y avait beaucoup d'hommes de lettres et de poètes. Alors, Christine de Pisan, qui est bien sérieuse et bien sage, mais aussi Eustache Deschamps, qui était attaché au duc d'Orléans, mais aussi des poètes qui représentent les derniers feux de la tradition courtoise, comme Jean de Garancière, qui a été le maître à la fois en poésie et en armes du jeune Charles d'Orléans. Et puis donc une enfance à la fois brillante et une enfance malheureuse, parce qu'il est encore tout jeune quand son père est assassiné sur l'ordre du duc de Bourgogne, son cousin, Jean son père. Il est tout jeune quand il se retrouve le chef d'une des factions qui déchire la France. Il est le chef de ce parti qui est le sien, mais qu'on appelle le parti des Armagnacs, par opposition aux Bourguignons, parce que, après avoir été, enfin je n'entre pas dans les détails de ses mariages qui remontent à sa petite enfance, mais enfin, il se retrouve marié à la fille du comte Bernard d'Armagnac, qui est le connétable de France, et Bernard d'Armagnac, qui est plus âgé, qui est un chef de guerre professionnel, est le véritable chef de son parti. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est le signe, n'est-ce pas, de ce destin ambigu. Les Armagnacs se battent pour le duc d'Orléans. Mais on les appelle les Armagnacs parce que c'est le beau-père qui les commande, en fait. Si on simplifie grossièrement, nous avons d'un côté les Armagnacs et Orléans, et de l'autre côté les Bourguignons, qui sont plus souvent alliés à l'Angleterre que les autres. Voilà, en gros, c'est ça. Et il se trouve que le duc de Bourgogne a fait assassiner le père de Charles d'Orléans, donc Louis d'Orléans, Louis de Valois, le duc. Il l'a fait assassiner en 1407. Et cette date de 1407 sera la date fatidique pour Charles, puisque cet enfant un petit peu délicat et raffiné va se trouver non pas dans la peau, mais dans l'armure d'un soldat. Sa mère, Valentine de Milan, ne survit qu'un an au meurtre de son mari, désespérée, rejetée par le roi, auquel elle a porté maintes récriminations, complaintes, suppliques, etc., et qui s'est fait désavouer. Et Charles fait vœu de venger la mort de son père. Et il n'est pas vraiment armé pour cela. Ses frères, et en particulier le bâtard d'Orléans, Dunois, est sans doute mieux armé pour le faire. Mais enfin, il a quand même promis à sa mère de le faire. Voilà. Donc s'en suivent 5 années d'horreur, comme seule cette époque-là, une époque comme celle-là les a connues. Donc ils mettent la France à feu et à sang, de manière assez systématique et assez absurde. Une réconciliation, une puis une autre, puis une troisième réconciliation. Ces réconciliations sont organisées par le roi entre Bourgogne et Charles.
et qui sont toutes bafouées comme tous les traités de ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on parle aussi de paix fourrée. Voilà, ça oui. On force les deux ennemis à s'accoler dans la cathédrale de Chartres, alors que chacun sait très bien qu'ils se détestent. Et aussitôt la paix signée, ils lèvent des armées l'un et l'autre. Charles se met sur la paille, il vend tout, il vend les bijoux, il vend les terres, il vend les meubles, il vend les livres. Et puis, c'est la bataille d'Azincourt, 1415, qui est une catastrophe comme chacun sait, où les Français partent un peu la fleur au fusil, si j'ose m'exprimer ainsi, avec cet anachronisme, sûrs de leur victoire. Ils sont bien plus forts en nombre, en équipement que les Anglais. Et puis, ils sont sur leurs chevaux, tout caparaçonnés d'acier et de fer, et la plaine est détrempée par des jours et des jours de pluie, et les chevaux enfoncent, en sorte que les Anglais, qui sont très très légers, à peine armés, mais sur leurs pieds, les exterminent d'une manière absolument méthodique. Et Charles est fait prisonnier à Azincourt, donc il voit Henri V, et on voit ça dans la pièce de Shakespeare, bien entendu, et part pour diverses prisons en Angleterre, où il restera 25 ans, oui. Lointain de vous, ma très belle maîtresse, fort que de cœur que l'essier je vous ai, accompagné de deuil et de tristesse, jusques à temps que réconfort aurait d'un doux plaisir, qu'en revoir pourrait votre Jean corps, plaisant et gracieux. Car lors lairait tous mes maux ennuyeux, et trouverait, ce m'a dit Espérance, par le pourchat du regard de mes yeux, autant de bien que j'ai de déplaisance. Car sans que nul sût que c'est de détresse, je pense bien que j'en ai fait l'essai, si très savant et à telle largesse, qu'en deuil pareil, nul oie de moi ne sait. Mais ne manchot, certes j'endurerais au déplaisir des jaloux envieux, et me tendrais par semblance joyeux, car quand je suis en greveuse penance, ils reçoivent, que mal jour leur doint Dieu, autant de bien que j'ai de déplaisance. Tout prends en gré, jeune gente princesse, mais qu'en sachiez tant seulement le vrai, en attendant le guerdon de liesse, qu'à mon pauvre vers vous desservirai, car le conseil de loyauté ferait, que garderait près de moi en tout lieu. Votre toujours soit, jeunes ou vieux, priant à Dieu ma seule désirance, qu'il vous envoie, savoir ne pouvait mieux, autant de bien que j'ai de déplaisance. Alors, 1415, donc, Azincourt, et c'est ce jeune homme de 21 ans qui ne sait pas encore qu'il va passer tout de même le meilleur de sa jeunesse, 25 ans, en prison, donc de la Tour de Londres à d'autres forteresses. Et c'est là que commence ce que j'appelais une destinée poétique ou une destinée tragique. Au lieu de désespérer, au lieu de se plaindre, il rencontre Dame Mélancolie, certainement, et de cette mélancolie, il tire justement la force de défier le destin. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il est incarcéré dans des conditions suffisamment souples pour avoir une sorte de vague idée de début, de commencement, de liberté. Il peut chasser parfois, il peut parler avec ses geôliers qui sont des gens cultivés. Il peut même faire la cour à la femme de son geôlier, ce qui arrive aussi à un moment. Il apprend l'anglais pour ne pas être complètement déconnecté. Il a même écrit des poèmes en anglais, qui d'après Stevenson sont désastreux, mais enfin bon, il l'a quand même fait. Et on ne peut pas dire qu'il ne se plaint pas. En fait, il passe son temps à se plaindre. Il se lamente sur son sort en permanence, mais le fait de se lamenter lui rend son sort supportable. Et en même temps, le lui rend insupportable. C'est ça le grand paradoxe. C'est un peu le même cas que Proust, c'est-à-dire que là, il brûle sa vie au fait de la raconter. C'est-à-dire qu'on sait bien que si Proust n'était pas resté enfermé dans sa chambre, certainement il aurait vécu plus longtemps, s'il avait vécu dans de meilleures conditions d'hygiène. Mais il avait son œuvre à faire, et donc les mauvaises conditions de vie étaient nécessaires à l'œuvre, et l'œuvre faisait brûler la vie plus vite. Et Charles, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, en fait, il aurait fallu qu'il se trouve un véritable divertissement au sens pascalien du terme. Ça aurait pu être la chasse, ça aurait pu être les échecs pour lesquels il était assez doué, ça aurait pu être mille choses de ce type qui auraient été extérieures à lui et qui l'aurait fait donc sortir de lui-même, qui l'aurait fait s'évader, en tout cas en pensée, de son obsession, la liberté.
Or, il choisit l'activité qui, au contraire, l'y fait rentrer. En fait, il est prisonnier de l'essentiel, de l'écriture ou de la langue. Il est prisonnier de sa liberté d'écrivain, oui, voilà. Je crois qu'il a élevé cette activité-là au plus haut. Enfin, ça aurait pu être, c'est vrai, ça aurait pu être Dieu. Il était très pieux, il a beaucoup copié de pondieuseries diverses. Il est un petit peu, en cela, il est extrêmement en avance sur les romantiques, notamment, évidemment, pour qui l'art est plus important que la vie, plus élevé, plus digne, plus humain, et donc, en somme, plus efficace. Dedans mon livre de pensée, j'ai trouvé écrivant mon cœur, la vraie histoire de douleur, de larmes tout enluminées. Et ce qui est étonnant tout de même dans tous ces poèmes qu'il a écrits d'une forteresse à l'autre en Angleterre, c'est qu'il, bien sûr, il fait allusion à son sort, il demande, il espère la délivrance, il espère revoir sa femme, sa jeune épouse restée en France, et en même temps, il ne déplore pas tant que cela son sort. À vrai dire, ce sont d'autres thèmes d'inspiration qui l'emportent. Il chante l'amour avant tout. En effet, si on veut chercher dans son œuvre un écho direct de ce qu'il a vécu. Donc, le drame personnel, on ne va rien trouver, on sera très déçu, mais ça, c'est notre réaction de lecteur ou de lectrice moderne. Jean-Claude Multalaer. Par contre, si on part de l'idée que Charles d'Orléans avait à sa disposition un certain répertoire, disons, littéraire, un moule ou des moules littéraires, dans lesquels il pouvait couler son expérience. L'amour, disons, c'est ce qui dominait à la cour de Valentine Visconti, sa mère, et de Louis d'Orléans, son père. Et à travers l'expérience amoureuse, je pense que se reflète quand même l'expérience de l'éloignement. Or, l'éloignement de la dame, qu'on n'arrive jamais à atteindre, c'est quelque chose qui remonte aux meilleures traditions des troubadours et des trouvères. Et il trouvait là un moule idéal pour exprimer sa douleur. Et il ne faut pas oublier quand même que dans les ballades, il y a un certain nombre de ballades qu'on peut dater exactement et où sont mentionnés la France, mentionnés Blois, qui sont adressés à ses cousins de Bourgogne ou de Bourbon, donc qui sont ancrés dans la réalité historique et politique. Ceci va disparaître totalement avec les rondeaux, mais ce qui est significatif, c'est que les rondeaux, bien, c'est de l'époque de Blois, c'est après son expérience à Londres. Nouvelles ont couru en France par maint lieu que j'estoie mort, dont avoua peu d'esplaisance aucun qui me haït à tort. Autres en ont eu desconfort qui m'aiment de loyal vouloir, comme mes bons et vrais amis. Si fait à toutes gens savoir qu'encore est vive la souris. Je n'ai eu ne mal ne grevance, Dieu merci, mais suis sain et fort. Et passe-temps en espérance que paix, qui trop longuement dort, s'esveillera et par accord à tous fera lier savoir. Pour ceux de Dieu soient maudits ceux qui sont dolence de voir qu'encore est vive la souris. Jeunesse sur moi a puissance, mais vieillesse fait son effort de m'avoir en sa gouvernance. À présent faillira son sort, je suis assez loin de son port, de pleurer, veuille garder mon noir. Loué soit Dieu de paradis qui m'a donné force et pouvoir, qu'encore est vive la souris. Nul ne porte pour moi le noir, on vend meilleur marchier draguerie. Or tienne chacun pour tout voir, qu'encore est vive la souris. Moi, ça m'a abasourdi d'imaginer qu'on pouvait, à cette époque-là, être enfermé pendant 25 ans sans pratiquement rien à lire. Enfin, sans tout ce que nous lisons, nous, quand nous sommes en prison. Il n'y avait pas Zola, il n'y avait pas Proust, il n'y avait pas Dumas, il n'y avait personne de ces gens-là. Il n'y avait que les anciens, les antiques, enfin les Romains et les Grecs. Ça, c'était de la véritable littérature. Et tout le reste, c'était rien. C'était beaucoup de traités de théologie qui devaient être ennuyeux comme la pluie. Et puis c'est tout, un petit peu de poésie, ce qui avait été fait avant, mais qui ne touchait pas vraiment, parce que justement, c'était une rhétorique assez verbeuse, peu profonde, où le poète ne disait pas « je », alors que lui avait prétention de le dire. Et je pense quand même que là, il y a une malédiction. Il avait, je crois, en prison la consolation de la philosophie de Boès. Je crois qu'il avait dû le lire. Oui, bien sûr, il l'a lu. C'est-à-dire que pour nourrir le carburant, ou plutôt le comburant de sa création, c'est très nettement la mélancolie des autres. Tout à part moi en mon pensée m'enclos.
et fait château en Espagne et en France. Ardent désir de voir ma maîtresse a assailli de nouvelles le logis de mon las cœur qui languit en tristesse. Et puis dedans, partout à le feu mis. En grand doute certainement je suis qu'il ne soit pas légèrement éteint sans grand grâce. Si vous prie Dieu d'amour, sauvez mon cœur ainsi qu'avait fait main. Je lois crier piteusement secours. J'ai essayé par l'herme à largesse de l'éteindre, mais il n'en vaut que pis. Ces feux grégeois, se crois-je, qui ne cessent d'ardre, s'il n'est éteint par bon avis. Au feu, courez, tous mes amis, s'aucun de vous comme lâche Romain, sans y aller, je le hais pour toujours. Avanciez-vous, nul de vous ne soit feint, je lois crier piteusement secours. S'il est ainsi mort par votre paresse, je vous requiers au moins tant que je puis chacun de vous. Donnez-lui une messe, et j'ai espoir que, bref, au paradis des amoureux sera moult haut assis comme martyr et très honoré saint qui a tenu de loyauté le cours. Grand tourment a, puis que si fort se plaint, je lois crier piteusement. Moi, ce que je trouve quand même assez étonnant, c'est qu'il ne cesse d'être, ça c'est par tradition courtoise, il ne cesse d'être fidèle à la tradition amoureuse. Donc il chante la dame, il chante le cœur, il chante en effet les oiseaux et la Saint-Valentin. Je trouve que, pour moi, ce ne sont pas des petites choses. C'est au contraire, en dépit de l'événementiel, pourrait-on dire, il y a ce qui peut paraître éphémère, l'amour, le printemps, mais c'est cela qui est capital. Oui, et c'est même pas l'amour d'ailleurs, c'est une image d'amour. C'est-à-dire que c'est très le sujet choisi, le sujet traité est très très superficiel. Sa poésie n'a rien de la profondeur de la poésie un petit peu plus ésotérique qui a eu lieu avant et qui aura lieu après avec Jean de Sponde et ces gens-là. Arnaud Daniel, les troubadours anciens, c'est-à-dire que c'est une métaphysique du superficiel. C'est une chose aussi qu'on retrouvera chez les romantiques, par exemple, et dans la musique, dans la virtuosité, par exemple. Cette espèce de manière d'affirmer le très léger, le très superficiel, comme étant en fait le seul profond. C'est la racine du dandysme. Enfin, en tout cas, c'est le dandysme dans ce qu'il a de plus métaphysique. Et ça, Charles est très nettement de cette école-là. C'est l'évidence. Et d'ailleurs, il se contente d'extrêmement peu. Non seulement c'est très superficiel, non seulement les sujets sont très superficiels, mais ils sont très rares. C'est-à-dire qu'on peut, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire relativement facilement, dresser la liste des thèmes qu'il traite d'une manière absolument récurrente, presque lassante à la lecture. La Saint-Valentin, il y a un nombre de poèmes sur la Saint-Valentin qui est décourageant à la lecture. Le 1er mai, bien sûr. Le 1er mai. Et puis même dans la métaphore. C'est-à-dire que dans la métaphore choisie elle-même est récurrente. C'est-à-dire que le cœur et l'amour, les yeux qui sont des fenêtres sur le monde, toutes ces métaphores reviennent constamment. Le fourrier, qui est donc celui qui prépare le logis avant qu'on arrive, le fourrier revient très souvent. Donc non seulement le sujet est répétitif, mais les métaphores sont répétitives, les formes sont répétitives, puisque balade, rondeau, rondeau, balade, balade, rondeau, rondeau, balade, avec d'infimes variations que seuls les techniciens peuvent percevoir dans l'ordre des rimes, dans ces choses-là, que certainement il cultivait beaucoup. Il faut quand même pas oublier qu'on sortait de plusieurs siècles de rhétorique extraordinairement flamboyante, où la virtuosité littéraire était inégalée. Je pense qu'on n'a jamais fait aussi bien, peut-être Pérec mis à part, on n'a jamais été aussi virtuose dans l'art d'écrire que ne l'était par exemple Arnaud Daniel dans ses sextines, dans toutes ces choses-là. Donc cette espèce de désir de se limiter absolument, de limiter son monde aux quatre murs de sa chambre, de limiter son monde intellectuel aux os de son crâne. Et la poésie a deux ou trois formes fondamentales, a deux ou trois sujets fondamentaux, deux ou trois métaphores fondamentales, etc. Et puis une fois qu'on est arrivé à cette espèce de noyau dur de la chose à exprimer, alors là, la liberté vous est donnée, lui a été donnée, avec une générosité de la part du sort, si j'ose dire, de la part de l'art en tout cas, d'une manière extraordinairement généreuse. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple typique de la contrainte génératrice de liberté. Mon cœur est devenu ermite en l'ermitage de pensée. Il se maintient aussi, il persiste dans la tradition amoureuse. Il voue un culte à la dame, en effet, peu importe qui est cette dame, ni même à quoi elle ressemble, mais il y a cette tradition de l'amour lié à la poésie. L'amour est ce qui fait chanter.
Voilà. et composer de la poésie. Oui, et ça, c'est vraiment la tradition courtoise qu'il conserve, que la perfection de la poésie est le signe de la perfection de l'amour et de sa sincérité. Il n'y a pas de bon poète sans amour, et le critère de l'amour, c'est la capacité à être poète. Mais là aussi, naturel, cela apparaît surtout dans les ballades du début. Et ensuite, il y a toujours, où il y a plus souvent cette sorte de détachement un petit peu amusé. Même dans la série des ballades sur la mort de la dame, où pourtant donc c'est très grave, c'est très désolé, c'est très désespéré, c'est tout ce qu'on veut. Mais à un moment, il y a cette jolie ballade sur le thème des échecs. « J'ai aux échecs joué devant amour pour passer temps avec faux danger. » Et sûrement... J'ai aux échecs joué devant amour pour passer temps avec faux danger. Et seulement me suis gardé toujours sans rien perdre jusqu'au dernier que fortune lui est venue édier, et par mes chiefs, que maudite soit-elle, madame prise soudainement. Par quoi suis mat, je le vois clairement, ce jeune fait une dame nouvelle. En madame j'avoue mon secours, plus qu'en autre, car souvent d'encombrier me délivroit quand venoit à son cours, et en garde faisoit mon jeu lié. Je n'avoue pion, ne chevalier, au fin, ne roc, qui peut ma querelle si bien édier. Je y perds vraiment, car j'ai perdu mon jeu entièrement, ce je ne fais une dame nouvelle. Je ne me sais jamais garder des tours de fortune, qui maintes fois changier a fait mon jeu, et tourné à rebours. Mon dommage s'est bientôt espié, elle m'assaute sans point me défier. Par mon serment, oncle ne cogne-t-elle. En jeu parti suis si étrangement que je me rends et n'y vois sauvement ce je ne fais une dame nouvelle. Alors, Amour est l'arbitre. Il joue contre Dangier. Dangier, c'est la modestie, la pudeur, les réticences de la dame qui résistent aux avances de l'amant. De sorte qu'il joue aux échecs contre Dangier, il espère bien l'emporter. Et à la fin, il se fait prendre sa dame et il conclut « Par quoi suis mat, je le vois clairement ». Si je ne fais une dame nouvelle. Et c'est le refrain. Alors évidemment, c'est désolant, la dame vient de mourir, on lui a pris sa dame, mais s'il fait une dame nouvelle, il sera sauvé. Et ce jeu, c'est quelque chose qu'on ne trouverait pas chez les troubadours de siècles avant. Au moment où il déplore la mort de sa dame, donc c'est cette longue métaphore filée du jeu d'échecs, ça qui est bien dans l'esprit du temps, mais ce refrain, si je ne fais une dame nouvelle, qui est plein de promesses qu'il devrait avoir la pudeur de se dissimuler pendant quelque temps. Veuillez vos yeux emprisonnés, et sur moi plus ne les jetiez. Car quand vous plaît me regarder, par Dieu belle, vous me tuez, et en tel point mon cœur mettez, que je ne sais que faire doit. Je suis mort, si vous ne m'aidiez, ma seule, souveraine joie. Pour les thèmes, surtout la première partie est très marquée par le roman de la Rose de Guillaume de Leroy et de Jean Demain, qui pèse sur ce que j'appellerais l'apprenti écrivain. En effet, Charles d'Orléans, la retenue d'amour, etc., c'est une machine allégorique un peu lourde. On le voit arriver à la cour d'amour, tomber amoureux, etc., avec des métaphores qui créent un récit plutôt lent et qui peut nous ennuyer. Par contre, plus il évolue, plus il se fait la main, disons aussi, plus les ballades commencent à vivre. On voit qu'il y a un changement radical qui s'opère, que les allégories héritées du roman de la Rose disparaissent de plus en plus, que deviennent de plus en plus importantes les allégories qui renvoient à un état d'âme intérieur. Il y a comme une intériorisation à travers Nonchaloir, Mélancolie, qui devient très importante, comme une intériorisation de l'allégorie. C'est-à-dire qu'un procédé traditionnel est individualisé, adapté à une réalité personnelle. Et c'est là que réside un des coups de génie, je pense, de Charles d'Orléans quand même, c'est de savoir renouveler un type d'écriture traditionnelle. Il ne brise pas avec le modèle, mais il le transforme totalement. D'où, à un certain moment, d'ailleurs dans les rondeaux, mais peut-être qu'on devra en reparler, c'est l'aspect ludique qui va dominer. Par exemple, aussi avec les proverbes, parce il faut voir maintenant avec quoi il joue. Si on veut partir du point de vue thématique, on n'aura pas beaucoup de choses, mais c'est du point de vue des images. Il faut faire très attention aux métaphores, aux images qu'il emploie. Il faut être très sensible au jeu avec des éléments qu'on connaît par ailleurs. C'est-à-dire il y a un emploi du proverbe qui est un emploi ludique et distant, et en plus social. En effet, il va écrire un rondeau, par exemple, et ce rondeau a comme refrain
un proverbe. Que va-t-il se passer? C'est que tous les gens de sa cour, parmi eux aussi sa femme d'ailleurs, vont reprendre ce refrain, qui est un proverbe, et sur ce proverbe, créer d'autres rondeaux. Donc c'est comme s'il y avait une matrice qui sert à une véritable machine à écrire. Et on joue là. Il y a donc un aspect social très marqué, d'où l'importance aussi des fêtes et des fêtes sociales, comme la Saint-Valentin par exemple, qu'il a importé en France d'Angleterre, car c'est une fête d'origine anglaise. Avant lui, il y a un seul poète en France qui la connaît, c'est Othon de Granson, qui était lui aussi en Angleterre, au service des rois. Donc c'est vraiment une importation. Et là aussi, on remarque qu'il y a une attitude, je dirais, ludique et distante. C'est vraiment un peu le grand seigneur qui connaît les conventions, sait s'y adapter, sait les respecter, mais toujours avec un petit sourire. Et c'est ce sourire qui est fascinant. Dame qui cuidiez trop savoir, mais votre sens tourne en folie, et cuidiez les gens décevoir par votre cautèle jolie. Qui croira à votre chierlie, tantôt ce roi pris en voilà. Encore ne m'avez-vous mis, encore ne m'avez-vous pas. Vous cuidiez bien qu'apercevoir ne sache votre moquerie. Si fait, pour vous dire le voir, et pour ce chierement vous prie, allez jouer de l'escrémie autre part, car quand en ce cas, encore ne m'avez-vous mis, encore ne m'avez-vous pas. Vous ferez bien votre devoir se m'attraper par tromperie, car trop est connu, main et soir, les faux tours dont est garnis. On vous appelle foulsifie. Déportez-vous de tels ébats, encore ne m'avez-vous mis, encore ne m'avez-vous pas. Il a lu et relu le roman de la Rose, et comme finalement tous les poètes de cette époque, son imagination poétique se nourrit d'abord du roman de la Rose. Et il y en a une preuve ou un signe explicite dans son œuvre, c'est que, alors que ce sont des poèmes brefs, ballades ou rondeaux qui sont vraiment très très brefs, composés naturellement isolément, au coup par coup, il les réunit, les regroupe de façon à donner l'impression d'une sorte de biographie intérieure et amoureuse. Et au départ, il écrit un poème narratif et allégorique, La retenue d'amour, dans lequel il explique qu'il entre au service d'amour, comme l'amant du roman de la Rose, ayant reçu la flèche qui de l'œil l'a atteint au cœur, entre au service d'amour et devient son prisonnier et doit accomplir ses commandements. Suit une longue série de ballades et ensuite la départie d'amour et le songe en complainte. Et à ce moment-là, il raconte comment il va trouver amour, il dit qu'il a vieilli, qu'il est vieux maintenant et qu'il demande à prendre sa retraite, à être dégagé du service d'amour. Et alors, le dieu d'amour lui écrit une quittance, le tien quitte d'amour, et il se retire dans le manoir de Nonchaloir pour y passer le reste de ses jours. De sorte que sa vie est reconstituée à partir de cette fiction tirée du roman de la Rose, peuplée des personnages allégoriques du roman de la Rose, d'Angier, etc. Et c'est cette représentation de soi et de sa vie, amoureuse et allégorique, qui informe ses poèmes, et non pas cet accident biographique réel de la captivité dont on pourrait penser qu'il est au cœur de son inspiration. Donc ça veut dire très clairement que les ballades et rondeaux, les poèmes que Charles d'Orléans a composés à divers moments, là ont été mis dans un ordre qui n'a rien à voir avec la chronologie, mais beaucoup plus avec la métaphore, faudrait-il dire? Probablement. C'est-à-dire qu'à la fin de sa période anglaise, il fait copier ses poèmes. Et alors donc, il leur donne cet ordre probablement artificielle. Il y a, par exemple, une série de ballades qui racontent la maladie de la femme aimée. Puis il y a un mieux, mais c'est le mieux de la fin. Elle meurt, il est triste, puis à la fin de la série, il commence à se consoler. Alors, on a dit, est-ce que c'est le moment où il a appris la mort en France? Il était séparé de sa femme, Bonne d'Armagnac. Est-ce que c'est une de ses belles amies anglaises? On n'en sait rien, c'est peut-être personne. Enfin, ça n'a d'ailleurs pas d'importance. Mais c'est en fonction de cela qu'il constitue son livre. Mais naturellement, il n'était pas mort à ce moment-là. Et ensuite, une fois revenu en France, le livre continue à s'amplifier, mais à ce moment-là, de poèmes notés au jour le jour, de sa main souvent, des poèmes qu'il écrit lui-même, ou des échanges poétiques avec des amis qui écrivent sur son album, en quelque sorte, leur propre production. À Douvres sur la mer, qu'il me souvint de la douce plaisance que sous l'oie au dit pays trouvé. Si commençait de cœur à soupirer, combien certes que grand bien me faisoit de voir France que mon cœur aimé doit.
Au bout des 25 ans en question, il est enfin libéré. C'est-à-dire que le principe des Anglais était très astucieux, c'était d'augmenter la rançon qu'on avait fixée au fur et à mesure qu'on la payait. Donc c'était très bien, c'était sans fin. On apportait de l'argent de France. Charles en demandait constamment. Il payait des bouts de rançon et comme il ne savait pas combien il devait payer, c'était voué à l'échec. Et c'est finalement, précisément, le fils du duc de Bourgogne qui intercédera pour des raisons politiques assez complexes, qui le fera libérer. Donc il sera en fait libéré par son meilleur ennemi, ou par son plus grand ami, je ne sais pas. Enfin, et il se retournera un petit peu, devenant bourguignon par reconnaissance, alors qu'il avait été anti-bourguignon par conviction toute sa vie. Il arrivera même à déclarer dans un de ses poèmes qu'il est tout bourguignon, de corps, de cœur et de puissance, oui. Lui qui était l'ennemi, mais il était cependant cousin. C'est pour ça qu'il y a des histoires très mélangées de famille. Bien sûr, il y a des alliances par mariage constantes qui compliquent d'autant plus les choses, bien entendu. Mais enfin, c'est quand même une ironie de l'histoire assez singulière que de faire libérer cet homme par son ennemi. Et à qui il est donc forcé de vouer la reconnaissance. Je ne hennis pour aucune autre avoine que de m'en retourner à Blois. Et alors il rentre en France avec... il épouse sa troisième femme, et il rentre en France, il fait une sorte de tour du propriétaire, je dirais. Il va de triomphe en triomphe dans les villes, et le roi, qui est devenu Charles VII entre-temps, voit ça d'un très mauvais œil. Il le neutralise d'une manière très très habile en lui donnant beaucoup d'argent. Et Charles s'enterre vivant, on pourrait dire, à Blois, dans sa cour, et passe la dernière partie de sa vie à faire de la poésie, à regarder le printemps arriver, et toutes ces choses extrêmement domestiques, petites, modestes, qui font la plus belle partie de son œuvre sans doute, mais qui n'ont pas la moindre importance, je dirais, enfin importance avec un grand I, je dis, voilà. Quand n'ont assez fait dodo ces petits enfants chenets, ils portent sous les bonnets visage plein de bobos. C'est pitié s'ils font jojo trop matin, les dulcinés, quand n'ont assez fait dodo. Mieux ils amassent à gogo gésir sur molle squacinés, car ils sont empoupinés, hélas qu'est gno 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 gno, quand n'ont assez fait dodo. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois libéré, donc c'est un homme déjà mûr, vieillissant, il a acheté 4 paires de lunettes après, dit-on, libéré à 46 ans par Philippe le Bon et surtout par l'intervention aussi de son épouse, l'épouse de Philippe le Bon, Isabelle de Portugal. Donc il revient en France, il va à Blois, et là, au lieu, moi comme je le ressens, au lieu d'apparaître amer, désabusé, voire haineux, enfin misanthrope, il s'entoure de poètes, de musiciens, de jongleurs, il reçoit des visites et il lance des concours de poésie. Je trouve qu'il vit la fête, la seconde moitié de sa vie, qui aurait pu être plus vouée aussi à la méditation pure. Oui, il a tout fait à l'envers. Chronologiquement, il a absolument tout fait à l'envers. Il aurait dû jouir de sa jeunesse quand il était jeune et d'une vieillesse tranquille, etc. Il fait à l'envers. Il fait les choses à l'envers alors que son corps, lui, a vieilli. Et donc, il épouse Marie de Clèves qui a 15 ans, alors que lui, il est tout rassotti, comme il dit, rouillé, il dit aussi. Enfin, il a des termes terriblement forts pour décrire sa propre carcasse. Enfin. Et il a cette espèce de sagesse qui n'est pas du tout une sagesse orientale du non-désir, du non-vouloir, mais qui est une... Je ne trouve pas d'autre expression que d'être revenu de tout. Il est revenu de tout et particulièrement de lui-même. Donc il ne se fait plus d'illusions sur ce qu'il vaut, sur ce qu'il peut. Il a vraiment tout raté. Il a perdu les batailles essentielles. Il a perdu son grand combat contre la Bourgogne. Il a perdu son grand combat contre lui-même parce enfin, il a tout raté. Et il se trouve là et il se dit maintenant, qu'est-ce qui est devenu important? Qu'est-ce qui compte maintenant? Et alors il regarde par sa fenêtre et il voit le porteur d'eau qui arrive, ou le marchand de pain, ou les pigeons qui se bécotent, ou
ou l'automne qui arrive. Et ces choses-là lui paraissent les seules qui méritent d'être considérées, en tout cas avec attention. Et donc, il écrit ces rondeaux qu'il polit, qu'il repolit comme des galets, comme Spinoza fera plus tard avec ses lentilles, comme ça, cette espèce d'artisanat furieux, comme dirait l'autre, de quelqu'un qui recopie, qui soigne son écriture, sa graphie. L'écriture de Charles est absolument extraordinaire de beauté, c'est une calligraphie magnifique. Et il recopie, il corrige, il fait relier à prix d'or ses poèmes, il les reprend, et tout ça pour chanter le chien qui est couché à côté de la cheminée, les gâteaux qu'on fait à tel moment de l'année pour telle fête, enfin ces choses très régulières, très douces. Oui, donc ces petites choses qui peuvent être aussi des fragments de beauté, parce que c'est toujours une quête de la beauté. Quête absolue de la beauté, où qu'elle se trouve, dans la plus petite chose. C'est en cela aussi que l'histoire de l'artisanat furieux n'est pas du hasard, enfin cette espèce de comment dire. Il faudrait penser, pour trouver des comparaisons un petit peu similaires, à certains compositeurs, par exemple comme Schubert, qui écrivaient des valses de 16 mesures, qui s'étaient faites pour faire amuser ses amis le soir à Vienne en buvant de la bière. Et ces valses de 16 mesures sont... il y en a des centaines, des quantités industrielles, groupées par un paquet de 25, enfin. Et ces valses sont absolument parfaites. Je veux dire que le plus grand symphoniste, le plus grand auteur d'opéra de 5 heures, etc., est incapable de parvenir à ce poli-là. Et je crois qu'à partir du moment où on décide de faire extrêmement bien les choses, parce que c'est la seule raison d'exister que de les faire extrêmement bien, à ce moment-là, on arrive à d'aussi grands chefs-d'œuvre que lorsqu'on se lance dans la tétralogie, ou même dans les Fleurs du Mal, ou même dans ces choses qui sont extrêmement ambitieuses. Enfin, là, c'est le contraire de l'ambition, c'est-à-dire que c'est l'ambition de la non-ambition, quelque chose comme ça. C'est un poète des petites choses de la vie. Il réussit pleinement dans l'appréhension des petits moments, des petits bonheurs, des petites peines, de l'impondérable, de l'impression et du sentiment qui passe. Et au lieu de se raccornir avec l'âge, comme le font beaucoup, et comme lui-même prétend qu'il le fait, au contraire, il a une sorte de sensibilité qui s'exacerbe. La mélancolie, se réveiller le matin et se demander si on se rendort, dîner au bain et souper en bateau, boire frais l'été et se chauffer l'hiver, tout ça. En tirant d'Orléans à Blois l'autre jour par eau venois, s'y rencontraient par plusieurs fois vaisseaux, ainsi que je passois, qui cingloient leur droite voie et alloient légèrement, pour se cure comme voix, à plaisir et à gré le vent. Mon cœur, pensée et moi, nous trois, les regardâmes à grand joie, et dit mon cœur à basse voix, volontiers en ce point feu roi de confort la voile tendroit, si je cuidois seulement avoir ainsi que je voudrois, à plaisir et à gré le vent. Mais je trouve le plus des mois l'eau de fortune, si quoi, quant au bateau du monde voit, que s'aviron d'espoir n'avoit, souvent en chemin de mourois, en trop grand ennui longuement, pour néant, en vain attendroit, à plaisir et à gré le vent. Il y a des constantes ou des récurrences chez Charles d'Orléans, et c'est vrai que Mélancolie fait partie de ces dames de compagnie, si on peut dire. Il y a Mélancolie, et puis après, en effet, de retour dans sa cour de Blois, il y a Nonchaloir. Alors, Mélancolie, c'est vrai que lorsqu'on parle de quelqu'un de mélancolique de nos jours, c'est un petit peu affadi. Là, il s'agit vraiment du furor melancolicus, qui fait les grands artistes et les méditants. Voilà. Dans la poésie de la fin du Moyen-Âge, la notion est particulièrement importante et particulièrement cultivée. Alors, effectivement, la mélancolie, c'est cette bile noire, cette humeur noire qui renvoie à la théorie des humeurs. Mais c'est aussi une notion qui réunit en elle la tristesse amoureuse générale dont se plaignent les poètes depuis les troubadours et les trouvères, depuis que l'amour est la grande affaire de la poésie, mais aussi, et c'est dans cela qu'elle est liée à ce nonchaloir auquel il s'abandonne, ce sentiment
d'aquabon, cette sorte de dépression, qui est quelque chose d'important dans la vie psychique du temps, parce que ça correspond à l'un des péchés capitaux qui a disparu de la liste. Ça correspond au péché d'Axidie, qui a été remplacé par la paresse, et Accidia, qui est un péché surtout monastique, et dont parlent beaucoup les pères de l'Église, Saint Jérôme, Cassien, etc. C'est précisément ce dégoût de toute chose, ce sentiment d'aquabon qui fait qu'on se laisse aller, on ne fait rien, on néglige ses devoirs, et particulièrement ses devoirs religieux. Le monde est ennuyé de moi, et moi pareillement de lui. Pour ce que Plaisance est morte, ce mai suis vêtu de noir. C'est grand pitié de voir mon cœur qui s'en déconforte. Je suis celui au cœur vêtu de noir. On a l'impression qu'il est peut-être mélancolique, mais en même temps qu'il sait garder sa distance et jouer. D'autre part, pour l'arrière-fond philosophique, il ne faut jamais oublier qu'une théorie de la fin du Moyen-Âge dit que tous les génies sont des mélancoliques. Et depuis Aristote, déjà. Oui, justement, c'est les fameux Problémata 31 du pseudo-Aristote, ce n'est pas de l'Aristote, justement, mais qui était récupéré au XIVe, XVe siècle et qui était intégré dans les théories littéraires de l'époque. Or, être mélancolique, ça veut dire aussi être un génie. Donc ce n'est pas seulement une chose négative, ça a aussi un aspect positif, ça veut dire qu'on est quelqu'un qui sait créer. Et dans ce sens, être mélancolique est une attitude. Puis reste la couleur noire c'est très problématique aussi, parce que le noir, d'un côté, c'est la grande couleur qui est la couleur à la mode au XVe siècle. C'est la couleur, par exemple, de la cour de Bourgogne. Pourquoi ? Parce qu'avant le XVe siècle, il n'était pas possible, du point de vue technique, de faire un beau noir. Vous évoquiez la mélancolie qui signifie cette méditation constante à laquelle a été forcé Charles d'Orléans pendant ses 25 ans de prison et d'exil. La mélancolie, c'est peut-être aussi le sentiment de tout vrai poète, faut-il dire, qui est à la fois tellement réceptif à la beauté des choses, à la beauté du monde, à cette éphémère beauté, et en même temps qui paraît presque blessé aussi par cette beauté. Je pense que ça va bien pour Charles d'Orléans, oui. En effet, je pense qu'il y a un côté esthétique, très nettement chez lui. Et la mélancolie, disons pour un côté négatif quand même, il y a quand même cette eau du puits de douleur qu'il va puiser, et les pleurs, il y a donc la thématique des pleurs quand même. Il y a une douleur aussi. Est-ce qu'il faudrait voir exactement aussi une fois dans l'évolution des rondeaux ou des ballades au rondeau, c'est de voir combien de fois le je de Charles d'Orléans est passif ou objet d'action qui découle d'ailleurs, d'autres personnifications, ou quand est-ce qu'il est actif et réagit. Et il me semble qu'il est plus actif vers la fin, que c'est là que lui qui répond, lui qui prend ses distances, et que les histoires de pleurs et douleurs s'effacent un peu dans le sens qu'il y a l'aspect ludique qui commence à dominer de plus en plus. C'est un grand méditatif, c'est un homme du ressassement. Et c'est pourquoi la forme du rondeau, avec son refrain serré, son refrain final et cette petite répétition de quelques vers, lui convient si bien. C'est un homme du ressassement qui médite en ce sens qu'il rumine, que ses impressions sont profondes, durables, avec de longs échos. De sorte, cette pensée ne va jamais très loin, mais elle tourne en rond avec une telle insistance qu'elle en est non seulement touchante, mais profonde. Parce que quand on dit ça va loin, après tout, où va-t-on ? Tandis que si on berce toujours les mêmes mélancolies, alors là... Ballades, chansons et complaintes sont pour moi mises en oubli, car ennui et pensées maintes m'ont tenu longtemps endormi. Non pourtant pour passer souci, essayer veuille, si je sors roi, rimer ainsi que je soulois. Aux mains j'en ferai mon pouvoir, combien que je connois, et sais que mon langage trouverait, tout enroyé de nonchaloir. Plaisants paroles sont éteintes en moi qui deviens rassetis. Au fort je vendrai aux atteintes quand beau parler m'aura failli. Pourquoi pris ceux qui m'ont ouï langagier quand piéça gestois, jeune, nouvelle et plein de joie, que veuille excuser m'avoir.
onc mais je ne me trouvais si rude, car je suis pour vrai tout enroyé de nonchaloir. Amoureux ont paroles peintes et langage frais et joli. Plaisance dont ils sont à cointe parle pour eux. En ce parti j'ai été, or n'est plus ainsi. Alors de beaux parler trouvois à bon marchier, tant que voulois. Si est despendu mon savoir, et s'un peu espargné en est, il est qu'en vendra à l'essai, tout enroyé de nonchaloir. Mon jubilé faire devroit, mais on dit roi que me rend droit sans coup férir, car bon espoir m'a dit que renouvellerait. Pour ce mon cœur fourbir ferait, tout enroyé de nonchaloir. Le nonchaloir, c'est aussi un détachement un peu amusé. Ça peut être un début de sagesse. Oui, lui, lui donne une coloration de sagesse et une coloration d'amusement. Vous avez tout à fait raison. Le nonchaloir, en lui-même, n'est pas forcément amusé ni amusant. Mais lui le présente ainsi. Le vieux monsieur un peu revenu de tout, qui regarde la jeunesse avec un sourire vaguement attendri, en même temps agacé. Les nouvelles modes poétiques, le début des grands rhétoriqueurs, ça l'agace, c'est enflé, ils se prennent au sérieux, ils regardent les modes vestimentaires nouvelles, ces longs souliers à la poulaine, ces manches crevées, ils vont prendre froid, ils vont s'enrhumer, ça le fait rire. Le baratinage amoureux pour parvenir à ses fins. À qui vendez-vous vos coquilles, entre vous, amants pèlerins, vous cuidez bien par vos engins, à tout pertuis trouvez cheville. Alors évidemment, pas la peine de faire un commentaire, mais la coquille, qui est la coquille du pèlerin, la coquille Saint-Jacques, et qui est aussi les salades qu'on raconte pour emporter le morceau, en enlevant une lettre, c'est aussi autre chose, et ce n'est pas moi qui ai l'esprit mal tourné, on trouve cela assez fréquemment dans la poésie du temps. Il y a toutes sortes de colorations. Il faut étudier nonchaloir à travers toute la poésie de Charles d'Orléans et voir que ça peut passer de l'indifférence, de l'insouciance, disons, du jeune garçon qui n'a peur de rien, mais ça peut aller jusqu'à l'ataraxie du vieillard, de quelqu'un qui est dégoûté de tout, et c'est peut-être un des aspects qui frappe le plus chez Charles d'Orléans, c'est que déjà dans les ballades, et très tôt, même quand il imite encore le roman de la Rose, il arrive à nous dire « je ne veux plus écrire de ballades, je suis trop vieux, je ne peux plus », alors qu'il n'est pas vieux du tout. Donc on a l'impression déjà d'une pause très vite, et s'il y a quelque chose qui semble fasciner, qui est très moderne pour moi, c'est l'écoulement du temps. En effet, à travers sa poésie, on sent toujours et partout, de façon ponctuelle, très fine, on sent l'écoulement du temps. Il a des problèmes avec l'écoulement du temps, qui est marqué de différentes manières. D'abord, de façon circulaire. C'est-à-dire, il y a ces fêtes qui reviennent tout le temps, la Saint-Valentin, le Nouvel An, etc., et qui chaque fois lui font remarquer « Ah tiens, les autres, les jeunes ont du succès, moi je perds mon succès », donc ils lui font sentir son vieillissement. Ou alors, il y a ce temps linéaire, je dirais, qui s'inscrit aussi, même si nous avons beaucoup de difficultés à dater exactement les rondeaux et les ballades, parce qu'il ne les a pas datés. Il y en a très peu qui contiennent des éléments qui permettent une datation exacte. Mais on sent qu'en passant des ballades aux rondeaux, le temps revient toujours, devient de plus en plus insistant, et il s'associe aussi de plus en plus souvent à la mort, à la déchéance, et à des attitudes de vieillard, donc qu'il assume très nettement. Et dans ce sens, on sent l'écoulement du temps dans sa poésie. C'est cette espèce de manière de considérer le temps de très très haut, où tout est, là encore une fois comme dans la phrase proustienne, c'est-à-dire de regarder non pas le mot, mais toute la période, toute la page. Et Charles, c'est très net, il considère non pas la journée, même pas le moment, il considère l'année. C'est une unité de temps très très longue, c'est pour ça que c'est très schubertien aussi, c'est des divines longueurs. La vie n'est qu'une suite de divines longueurs. Alors si on s'ennuie, c'est terrible. Et il ne faut surtout pas s'ennuyer, ou alors faire de son ennui son sujet d'étude. Voilà. Bien moutré printemps gracieux, de quel métier savez servir, car hiver fait cœur ennuyeux, et vous les faites réjouir. Sitôt comme il vous voit venir, lui et sa méchante retenue sont contraints et près de fuir à votre joyeuse venue.
Hiver fait champs et arbres vieux, leurs barbes de neige blanchir, et est si froid, or et pluvieux, qu'emprès le feu, qu'où vient croupir. On ne peut hors des huies issir, comme un oiselle qui est en mue, mais vous faites tout rajeunir, à votre joyeuse venue. Hiver fait le soleil aux cieux du mantel des nues couvrir. Or maintenant, loué soit Dieu, vous êtes venu éclaircir toutes choses et embellir. Hiver a sa peine perdue, car l'an nouvelle l'a fait bannir à votre joyeuse venue. Sa qualité de grand seigneur, bon, on la reconnaît à plusieurs choses. Il y a le fait de faire contre mauvaise fortune bon cœur ou grand cœur, et ça il l'a montré, comme René d'Anjou aussi. Et puis il y a aussi le fait de ne pas s'apesantir. Moi je crois qu'il y a cette sorte de pudeur, de légèreté, de parler comme ça avec un petit détachement, même si on est gravement atteint. Oui. De ne pas accabler les autres de sa propre infortune. Oui, il y a effectivement ce qu'on pourrait oublier, ce que vous rappelez très justement, c'est que c'est un homme courageux avec tout cela. C'est un homme qui a montré son courage malgré tout, en prenant ses responsabilités après la mort de son père, à la mesure de son âge, qui a été, semble-t-il, courageux à la guerre, qui a supporté la prison. Bon, il se plaint bien, mais avec une certaine fermeté d'âme et la dignité qui convenait à son rang, et qui ensuite a supporté aussi les infirmités de l'âge, la légèreté peut-être de sa dernière épouse, les ricanements de son cousin ou neveu Louis XI, avec un certain stoïcisme. Il se plaignait tout de même, se plaignait de l'âge. Il avait peur que Sforza l'empoisonne. Louis XI ricanait, tout vieux et tout empoisonné qu'il est, il a tout de même engrossé sa femme. Mais enfin, bon, pas trop, toujours avec cette élégance. C'est un homme, c'est un poète élégant. Et quand il est délivré, je crois que c'est à Saint-Omer qu'il arrive. Et il y a à Isabelle de Portugal, l'épouse de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui a bien intercédé pour sa délivrance. Il dit « Madame, je vous dois ma libération, je suis votre prisonnier. » Je suis votre prisonnier. Voilà, ça c'est l'homme courtois. C'est superbe, c'est superbe. Donc il est aussi un captif de l'amour. Il dit qu'il fait partie de la confrérie des amoureux. Oui. C'est l'époque des confréries, alors celle-là particulièrement. Oui, c'est de cela qu'il se prétend d'abord prisonnier. Dans la retenue d'amour, où il est prisonnier, ou non pas du roi d'Angleterre, il est au service non pas du roi d'Angleterre, mais d'amour. Dans l'intéressante ballade qui dit « Je fus en... » dont, vous permettez, je lis le début. « Je fus en fleurs au temps passé d'enfance, et puis après devint fruit en jeunesse. L'or m'abattit de l'arbre de plaisance, vert et non mûr, folie ma maîtresse. Et pour cela, raison qui tout redresse, à son plaisir, sans tort ou méprisons, m'a bon droit, par sa très grande sagesse, mis pour mûrir, ou feur de prison, sur la paille de la prison. » Et vous voyez ce résumé de sa vie en quelques vers, où ce qui l'a mis en prison, ce n'est pas la guerre, c'est folie, sa maîtresse. Il s'est livré son retenu à l'amour, c'est ça la folie. Et alors, raison pour le punir, l'a mis en prison. Et avec ce jeu de mots sur cette paille où on l'a mis pour mûrir. La paille on met pour mûrir, c'est la paille du fruitier où on met les poires cueillies vertes encore pour qu'elles mûrissent. Mais en même temps, c'est la paille humide des cachons sur laquelle... Et tout le reste de la ballade joue de ce double sens, mais évoque à un moment le soleil de France où il sera tout rafraîchi, où il sera nettoyé du moisi de tristesse, mais en même temps, la tonalité est amoureuse et ne renvoie pas du tout à la captivité réelle. Quelle nouvelle, ma maîtresse? Comment se portent nos amours? De ma part, je vous fais promesse qu'en un propos me tient toujours sans jamais penser le rebours. C'est que serait toute ma vie vostre du tout entièrement. Et pour ceux de votre parti, acquittez-vous pareillement? Quand il est revenu d'Angleterre, la première chose qu'il a essayé de faire, c'est de se réintégrer en politique, de reprendre la position qui était la sienne, c'est-à-dire d'être chef de parti, et ensuite appartenant d'ailleurs à la famille royale. Eh bien, ça n'a pas marché. Aller à Blois, mais Blois, c'est quoi? Mais c'est la province la plus profonde déjà à l'époque. C'est-à-dire, il s'est retiré.
Donc, dans ce sens, on a l'impression que la poésie est quand même une compensation. Et je me demande, personnellement, si la tendance d'aller au rondeau n'est pas aussi un signe dramatique de cette compensation, dans ce sens que la poésie prend une forme de plus en plus concise, de plus en plus courte. En effet, on n'a plus la ballade qui développe quand même 3 strophes, plus un envoi, et qui souvent sert de lettre, donc qui est d'échange. Mais ici, c'est le rondeau qui tourne en rond en plus, qui se clôt sur lui-même, ce qui est un peu symbolique pour ce renfermement sur lui-même de la cour de Blois. Et ensuite, vous dites, oui, il y a des gens qui passent, il y a les gens qui sont toujours autour de lui, ses protégés, des poètes qu'il faudrait étudier et éditer, et qu'on ne peut pas comprendre sans comprendre Charles d'Orléans, et on ne le comprend pas lui sans les comprendre eux. Mais en même temps, il y a des poètes connus qui passent, effectivement. Il y a des gens de la cour de Bourgogne, comme Robertet, qui passe, ou de la cour de Bretagne, Jean Méchineau, ou alors le plus célèbre, le bon roi René d'Anjou, qui passe aussi, avec qui il échange. Et souvent, quand ces gens passent, effectivement, il leur demande de le payer avec une ballade ou un rondeau, qui souvent d'ailleurs reprend un thème, un sujet, qui est celui d'un poème du duc. Et c'est ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de voir la structure de ce manuscrit. En effet, ce manuscrit, dans les ballades, il suit l'ordre chronologique. On voit que ce sont des scribes qui ont transcrit. Ensuite, le manuscrit évolue vers ce qu'on pourrait appeler un recueil d'amis. Et en effet, les gens qui viennent, ils transcrivent directement. Mais où transcrivent-ils ? Et c'est pour ça qu'on a tant de peine à dater les poèmes. C'est qu'on avait prévu pour les rondeaux et les chansons, on avait prévu évidemment la mise en musique. Ce qui veut dire que la partie supérieure dans le manuscrit de chaque page a été laissée libre. Eh bien non, on n'a pas mis la musique, alors les gens ont commencé à remplir là-bas. Ça veut dire qu'on a d'abord fini la partie inférieure, ensuite on est revenu à la partie supérieure, et ceci pose des problèmes chronologiques. Il y a aussi des changements d'encre, des changements de main, etc. Et ça en fait un recueil très vivant et dans ce sens presque unique. En la forêt de longue attente, chevauchant par divers sentiers, m'envoie cette année présente au voyage de Désirier. Devant sont allés mes fourriers pour appareiller mon logis en la cité de destinée, et pour mon cœur et moi, on prit l'hostellerie de pensée. Je mène des chevaux 40, et autant pour mes officiers, voire, par Dieu, plus de 60, sans les bagages et sommiers. Loger nous faudra par quartier si les hôtels sont trop petits, toutefois, pour une vesprée, en gré prendrait, soit mieux ou pis, l'hostellerie de pensée. Je dépends chacun jour ma rente en maints travaux aventuriers, dont est fortune malcontente qui soutient contre moi d'Angier. Mais d'espoir s'ils sont droituriers et tiennent ce qu'ils m'ont promis, je pense faire telle armée qu'aurait, malgré mes ennemis, l'hostellerie de pensée. Prince, vrai Dieu de paradis, votre grâce me soit donnée, telle que treuve à mon devis l'hostellerie de pensée. Il y avait une vieille tradition de concours de poésie qui remontait au puits d'Arras et aux autres puits des villes du nord de la France, qui remontait aussi à cette sorte de jeu social et à cette intertextualité poétique permanente chez les troubadours dans les cours méridionales, où on s'aperçoit maintenant que presque chaque chanson de troubadour est une allusion, une réponse à une chanson précédente. Mais à la fin du Moyen-Âge, au moment où triomphe donc cette poésie à forme fixe, essentiellement la ballade, ou virelais, le rondeau, eh bien, les concours poétiques urbains des villes du Nord sont particulièrement florissants, le seront jusqu'au milieu du XVIe siècle pour certains d'entre eux. Et du coup, dans les cours elles-mêmes, eh bien, on se livre à ce petit jeu de composer un poème sur un vers de départ, un thème donné, etc., je meurs de soif auprès de la fontaine, les contradictions, etc. Et en la forêt de longue attente qui reprend un très ancien thème. Alors, en la forêt de longue attente, oui, le thème est ancien parce que la forêt, c'est le lieu de l'aventure, aventure chevaleresque et aventure amoureuse pour les poètes, pour les romans, surtout pour les héros de romans, de ces romans que lisaient tant, tous ces gens-là, si je puis dire. Mais aussi, l'expression même, forêt de longue attente, est typique de Charles d'Orléans. Lui-même la reprend plusieurs fois comme incipit pour lancer un de ses poèmes, et à son instigation, d'autres autour de lui composent des poèmes autour de cette, c'est même pas une notion, de
cette expression de départ. Dans la forêt de longue attente, par vent de fortune violente. Et alors, cette forêt où il voit son bois abattu, on voit encore aussi le grand seigneur, le propriétaire, qui parcourt ses bois quand il y a un orage et qui voit les branches abattues et les arbres déracinés, et qui fait ses comptes. Mais là, ce sont les comptes de l'amour et la mélancolie de l'attente. Il a toutes les qualités chevaleresques. Il parle très souvent de loyauté, bien sûr, l'honneur, la largesse. Oui, oui. L'humilité aussi, c'est très beau. Très humblement, de toute ma puissance. Oui, voilà, oui, ça c'est admirable. Très humblement, de toute ma puissance. Cette conscience qu'il a d'être le duc d'Orléans et en même temps, cette élégance qui fait qu'il ne se met jamais en avant, qu'il parle toujours de lui de façon atténuée. La largesse, c'est la qualité première du grand seigneur et du grand seigneur mécène, et la loyauté est la première qualité de l'amoureux. Et peut-on dire aussi qu'on reconnaît une âme chevaleresque au fait que l'individu est porteur d'espérance? Pour moi, Charles d'Orléans, par son courage, par sa vie, par le fait qu'il ait persisté en poésie, est vraiment un porteur d'espérance. Oui, il est certain que l'espérance fait partie de ses valeurs chevaleresques et d'abord, dans l'esprit de l'époque, des valeurs chrétiennes. C'est une des vertus théologales, et le désespoir est le plus grand péché. Mais enfin, Charles d'Orléans n'est pas un mystique. Et ce qui est émouvant, c'est que cette espérance, cette vitalité qui sont en lui se manifeste jusqu'à la fin par sa production poétique. Je meurs de soif en couste la fontaine, tremblant de froid au feu des amoureux. Aveugle suis et si les autres mènent, pauvre de sens, entre-séchant l'un d'eux. Trop négligent en vain souvent son mieux, c'est de mon fait une chose faée, en bien et mal par fortune menée. Je gagne temps et perds maintes semaines, je joue et ris quand me sens douloureux. D'esplaisance j'ai d'espérance pleine, j'attends bonheur en regret angoisseux. Rien ne me plaît et si suis désireux, je m'esjoïs et course à ma pensée, en bien et mal par fortune menée. Donc il meurt en 1465 à Amboise, et le dernier rondeau est très beau, et je trouve que ça le signe aussi complètement, cette élégance, ce fait de ne pas s'apesantir. Il prend congé des siens, de la vie, de mélancolie, de nonchaloir, d'amour et de danger certainement, et il dit « Saluez-moi toute la compagnie, voilà, saluez pour moi tout le monde ». Oui, oui. Saluez-moi toute la compagnie, ou à présent, estés à chier lit. Toujours cette demande d'être joyeux et cette élégance de ne pas attrister ceux dont on prend congé. L'élégance, c'est aussi de faire chier lit, même si on n'a pas envie de faire chier lit, c'est-à-dire d'avoir l'air joyeux, d'avoir un visage à la fois souriant et joyeux, même si on n'en a pas très envie. Saluez-moi toute la compagnie, ou à présent, estiez à chier lit. Et leur dites que volontiers ce roi avec eux, mais estre ni pour roi, pour vieillesse, qui mate en sa balie. Au temps passé, jeunesse si jolie me gouvernoit, là, or ne suis-je mis, et pour cela, pour Dieu, que excusé soit. Saluez-moi toute la compagnie. Amoureux fut, or ne le suis-je mis, et en Paris menois bonne vie. Adieu bon temps, ravoir ne vous sarroi, bien sanglé fut d'une estrette courroie, que par âge convient que la délie. Saluez-moi toute la compagnie. Charles d'Orléans, Consolation de la poésie. Une émission de Jacqueline Kellen, avec Jacques Drillon, écrivain, Jean-Claude Multaler, professeur de littérature médiévale à l'Université de Lausanne, Michel Zinc, professeur à la Sorbonne, directeur de la collection